Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. On a tous déjà ressenti cette sensation assez bizarre d'acrobatie buccale quand on essaye de parler une langue étrangère. Ah oui, la fameuse mâchoire qui tire et la langue qui s'en mêle. C'est ça. On a vraiment cette impression que les muscles du visage, la langue, le palais doivent soudainement se coordonner pour courir un marathon, alors qu'ils ont été entraînés depuis l'enfance pour un tout autre type d'effort en fait. Absolument, c'est un sport différent. Et quand il s'agit de la langue française, ce défi biomécanique est particulièrement redoutable. Je suis ravie de vous guider aujourd'hui. Notre immersion du jour s'appuie sur une compilation de sources vraiment détaillées qui décortiquent la mécanique de l'accent et de la prononciation en français. L'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, ce n'est pas du tout d'atteindre une perfection illusoire. Surtout pas. Non, voilà. L'idée, c'est plutôt de comprendre la physicalité des sons. On veut permettre à quiconque apprend cette langue de gagner en clarté et en confiance. En gros, on va regarder ce qui se passe sous le capot, à l'intérieur de la bouche. Et c'est un cadre conceptuel qui est essentiel pour démarrer notre analyse. Je suis très content d'être là pour en parler. Il faut d'emblée déconstruire un mythe énorme, le mythe de l'accent français parfait. Le fameux accent standard. Exactement. Sur le terrain, ce concept n'a aucune réalité tangible. Je veux dire, prenons un locuteur de Marseille. Avec ses voyelles très ouvertes, son intonation chantante, il déploie une phonétique radicalement différente de celle d'un Parisien, d'un Breton ou d'un Toulousain. L'accent unique n'existe pas. Et c'est très rassurant pour ceux qui nous écoutent. C'est le but. L'obsession de vouloir gommer sa propre identité vocale pour se conformer à un standard académique imaginaire, c'est souvent le premier frein à la fluidité. La documentation qu'on étudie aujourd'hui le rappelle très bien. La prononciation, c'est avant tout un outil de transmission. Le but ultime, c'est simplement d'être compris, l'intelligibilité. Oui, mais voilà le problème. C'est que cette intelligibilité, elle demande de franchir une vraie barrière physique. L'auditoire qui s'intéresse au français sait déjà que la langue regorge de sonorités, disons, complexes. La vraie question, c'est de comprendre pourquoi le cerveau et les muscles semblent tant y résister. La résistance, elle s'explique tout simplement par la neuroplasticité et la mémoire musculaire. Le répertoire phonétique du français inclut des placements de la langue et des lèvres qui sont totalement absents de plein d'autres langues. Le cerveau filtre, c'est ça? C'est exactement ça. Le cerveau humain filtre les sons inconnus. Il essaye toujours de les raccrocher à des sons qu'il connaît déjà. Donc quand on demande à l'appareil phonateur de produire un son inédit, ce n'est pas juste un effort intellectuel, c'est une reprogrammation motrice. Il faut forger des nouvelles connexions neuronales. Et le cas d'école de cette reprogrammation, c'est bien sûr le fameux R français. Ah, le R, la terreur des apprenants. C'est ça. Inutile de rappeler à quel point il intimide. Mais au lieu de s'attarder sur sa réputation, on va se pencher sur sa fabrication. Je vais prendre mon temps pour bien expliquer ça. Le piège classique, c'est d'essayer d'adapter un R qui existe déjà dans sa langue maternelle. Ce qui ne marche jamais. Non. Le R roulé de l'espagnol ou de l'italien, il mobilise la pointe de la langue contre le palais, vraiment à l'avant de la bouche. Le R américain, lui, il tire le corps de la langue vers l'arrière. Mais le R français, il ne se joue pas du tout sur la langue, il est guttural. Il vient de la gorge. Exactement. L'analogie concrète donnée par nos sources, c'est celle d'un très léger raclement de gorge, comme si on voulait déloger une petite poussière coincée, ou alors l'amorce d'un gargarisme quand on se brosse les dents. L'aspect crucial ici, c'est la gestion de l'air. Parce que le risque, en essayant de reproduire ce raclement, c'est de se crisper et de forcer sur les cordes vocales. La source insiste lourdement sur la douceur du frottement. Il ne faut pas se faire mal. Il y a une astuce visuelle pour ça, non ? Oui, le conseil du miroir, c'est très pratique. L'apprenant doit se regarder dans un miroir pour déjouer les automatismes de son cerveau. En regardant sa bouche, il faut s'assurer que la langue reste totalement passive, posée en bas, derrière les dents du bas. Toute l'action doit se concentrer au fond du palais. C'est là que la luette crée la petite vibration au passage de l'air. Bon, pour bien intégrer cette sensation, la lenteur est notre meilleur allié. Je vais ralentir mon débit exprès. L'idée, c'est de sentir la vibration avant même de prononcer la voyelle qui suit. Je vais prononcer quelques mots. L'objectif pour notre auditoire, c'est de répéter à voix haute, chez soi, dans les petits silences que je vais laisser. Une excellente idée, la pratique directe. Allons-y, très lentement, la langue bien en bas, pas, re, is. On sent bien la vibration au fond. On continue. Ré, P, teur. Très clair. C'est, re, croissant. C'est un super exercice.
Cette isolation lente permet vraiment aux muscles de mémoriser l'emplacement exact. Et cette conscience de l'anatomie de la bouche nous amène directement à une autre spécificité physiologique du français, les voyelles nasales. Ah oui, la gymnastique buccale continue. Les sons en, on, in et un. La mécanique ici ne se situe plus au niveau de la gorge. Ça se passe au niveau du voile du palais, la partie molle au fond de la bouche en haut. Exactement. Pour produire une nasale, le nez et la bouche doivent travailler ensemble. Le voile du palais s'abaisse pour laisser l'air s'échapper par les deux voies en même temps. C'est un flux d'air divisé. Ça demande une coordination assez inhabituelle. Mais les sources proposent une petite astuce tactile géniale pour vérifier ce flux. Si on place le dos de sa main juste devant son nez, on doit sentir un souffle d'air chaud sur la peau quand on prononce une voyelle nasale. Si on ne sent rien sur la main, c'est que le son n'est pas assez nasillard. C'est ça, le son restera plat. Mais le souffle nasal ne fait pas tout. Le placement des lèvres change tout. On va décomposer ça très lentement pour que l'apprenant puisse bien visualiser et répéter. Pour le son « en », comme dans le mot « enfant », La bouche est grande ouverte. oui, la mâchoire descend beaucoup, comme pour faire un A classique, « enfant ». Ensuite, pour le son « on », comme dans le mot « bon », Là, les lèvres s'arrondissent. elle forme un cercle presque projeté vers l'avant, B, on. Et pour le son in, comme dans le mot pain, c'est l'inverse, les lèvres s'étirent sur les côtés. Presque comme un sourire un peu crispé. P1. Voilà, le contraste physiologique est très net. Il est net, oui. Mais nos sources soulèvent d'ailleurs un fait surprenant. Une évolution linguistique fascinante sur la quatrième nasale. Le son 1. Comme dans lundi ou parfum, C'est ça. Traditionnellement, ce son demande des lèvres légèrement arrondies par rapport au in. Mais en fait, il est en voie de disparition dans plein de régions, notamment en France. Chez beaucoup de Français, il fusionne complètement avec le son in. donc lundi devient lindi. Exactement. C'est l'économie articulatoire. La langue parlée simplifie ses propres règles pour aller plus vite. C'est fascinant, cette simplification naturelle. Par contre, il y a une distinction vocalique que le français refuse obstinément de simplifier. C'est le fameux duel entre le U et le OU. Le piège absolu. Un vrai terrain miné. La subtilité ici, c'est la combinaison de la langue et des lèvres. Le son OU, comme dans vous ou bonjour, c'est assez facile. Les lèvres forment un petit cercle, comme pour faire un bisou. Le dos de la langue recule. Mais le U, ça demande de court-circuiter le cerveau. Parce que c'est une posture contradictoire. Le U français demande de garder les lèvres en cul de poule, comme pour le OU, mais avec la langue bloquée vers l'avant, comme pour un I. Le cerveau veut reculer la langue. Oui, c'est son réflexe naturel dès que les lèvres s'arrondissent. Heureusement, il y a une formule magique dans notre documentation pour forcer cette posture. On va le faire ensemble. Je guide notre auditoire pas à pas très lentement. On commence par dire le son I, très étiré, comme dans le mot si. On le garde en continu. I. La langue est bien plaquée contre des dents du bas. Et l'astuce, c'est de la bloquer dans cette position. Elle ne doit plus bouger d'un millimètre. Ensuite, tout en continuant à faire le son I, on vient doucement arrondir les lèvres vers l'avant. Je montre la transition. I, U. Et le U apparaît par magie. C'est purement mécanique. Si la langue reste collée en bas, c'est imparable. Sur le papier, c'est imparable. Mais en pratique, il faut lutter contre son propre retour auditif. C'est vital de maîtriser cette distinction. Nos sources soulignent, avec pas mal d'humour d'ailleurs, l'importance de ce duel. Oh oui, les fameuses paires minimales. Exactement. Confondre dessous et dessus, ou bien vous et vu, ça complique tout. Mais la mise en garde la plus sérieuse, c'est sur l'anatomie. Le fameux coup. Voilà, confondre le cou de la tête avec le mot de 3 lettres très familier pour les fesses. Ça peut créer des quiproquos monumentaux, vraiment gênants. Le risque de choquer quelqu'un est un excellent moteur pour s'entraîner. Bon, cette gymnastique de la bouche contraste fort avec un autre pan de la prononciation française, l'art du silence. Ce qu'on ne dit pas. Voilà, on a vu comment produire des sons, mais le français est aussi défini par les lettres qu'on ignore. L'orthographe est chargée d'histoire, avec des consonnes muettes partout. C'est la règle d'or qui donne l'impression que le français écrit et le français parlé sont deux langues différentes. En général, on neutralise la consonne finale. Le mot « chat » s'écrit avec un T, mais on dit « chat ».
Beaucoup s'arrête net sur le son ou, ça devient beaucoup. La difficulté, c'est de savoir quand faire une exception. Notre analyse partage un moyen mnémotechnique très pratique pour ça. Le mot anglais « careful ». C-A-R-E-F-U-L. Si un mot français se termine par les consonnes C, R, F ou L, la lettre se prononce souvent. Comme avec, pour, neuf, journal. C'est un très bon filtre de lecture. Sans oublier les fantômes ultimes, le H, qui n'existe tout simplement pas à l'oral. Le mot homme devient homme. Et le E final muet. Dans table ou porte, le E ne se dit pas. On s'arrête sur la consonne d'avant. Table. Et tous ces silences, ça sculpte la musique de la langue. L'intonation. Contrairement à l'anglais, qui fonctionne comme des montagnes russes avec des syllabes fortes et faibles, le français a une intonation très plate. L'intensité des syllabes est égale. Un rythme de métronome. Je vais donner le rythme pour que ce soit clair. Si je prends une phrase simple, un anglophone pourrait dire « Je vais au cinéma ». En français, c'est lissé. « Je vais au cinéma ». L'intensité reste constante. Et le seul léger soulèvement, le seul petit accent, il est à la toute fin. Je vais au cinéma. Et c'est cette fin de phrase qui donne le sens. La voix descend pour affirmer, tu parles français, et elle monte pour questionner, sans changer l'ordre des mots, tu parles français. Cette fluidité musicale, elle amène le phénomène le plus redouté, la liaison. C'est quand le silence devient son. Les lettres muettes ressuscitent pour lier deux mots. Par exemple, les et enfant. Isolons le son de lait et muret. Mais avec la voyelle de « enfant » juste après, le flux exige un pont sonore. On ne dit pas « les enfants », on dit « les enfants ». Le S devient un Z. La grammaire des liaisons est infinie, mais pour les débutants, la règle de survie de nos sources est simple. On lit entre un article et un nom, comme les amis, entre un pronom et un verbe, comme vous avez, et entre un adjectif et un nom, comme petit ami. Ça suffit pour s'en sortir. C'est un excellent condensé. Alors, sachant tout ça, comment on passe de la théorie à l'automatisme ? Nos sources proposent un vrai plan d'entraînement. Et la règle numéro 1, c'est l'immersion et l'imitation. La technique centrale s'appelle le shadowing. Répéter comme une ombre. C'est ça. On écoute un extrait audio et on répète les phrases avec 1 seconde de décalage. On copie aveuglément la mélodie, les liaisons, on ne réfléchit pas à la grammaire, on entraîne le muscle. Et pour mesurer les progrès, la technologie est d'une aide redoutable. Le conseil, c'est de s'enregistrer. Ça fait mal à l'ego parfois. C'est un choc d'entendre sa propre voix, c'est clair. Mais ce feedback est crucial. Utiliser les applications de dictée vocale sur son téléphone est aussi un test implacable. Si le téléphone écrit la bonne phrase, c'est que la prononciation est claire. Et bien sûr, regardez des vidéos pour voir la position exacte de la bouche des natifs. L'observation est clé. Et on peut coupler ça avec des exercices ciblés. Les fameux vire-langue. Ce sont des phrases absurdes créées pour faire dérailler le cerveau. Je vais en lire 2, très lentement, pour cibler ce R guttural et encourager la pratique chez soi. Je vous écoute. 3 gros rats gris dans 3 gros tréances creux. Ça chauffe la gorge. Et un deuxième, pour la concentration des voyelles et des lettres muettes. Le vers vert va vers le vers vert. Phonétiquement, c'est le bloc vert qui tourne en boucle. C'est un super entraînement. Mais s'astreindre à ça, ça demande de surmonter des barrières psychologiques. Notre analyse identifie vraiment les erreurs mentales à éviter. Les freins majeurs, on en compte 3 principalement. D'abord, l'envie de prononcer toutes les lettres qu'on voit à l'écrit. Ensuite, le fait de calquer l'intonation de sa langue maternelle sur le français. Et le pire de tous, c'est la peur de faire des erreurs. La peur du ridicule fige complètement la mâchoire. La régularité, c'est la seule parade. Nos sources le disent bien, 5 minutes par jour, ça vaut 10 fois mieux qu'1 heure intense le week-end. Et surtout, il ne faut jamais se comparer aux natifs. C'est une erreur fatale pour la motivation. La seule comparaison valide, c'est vous-même il y a 6 mois. Sprint. La clarté et la régularité sont les clés. Et commencer par parler lentement, c'est une excellente stratégie. L'effort d'articulation est toujours très apprécié par les francophones. La précipitation, c'est vraiment l'ennemi de la compréhension. Et il y a un sens plus profond à tout ça. Notre documentation aborde une très belle idée pour conclure. L'accent avec lequel vous parlez français, ce n'est pas une erreur à effacer, c'est une partie de votre identité, c'est la preuve d'un parcours de votre histoire linguistique. Cette réflexion va même plus loin, je trouve. Si chaque accent raconte une histoire, est-ce que l'avenir de la langue française ne réside pas dans cette diversité humaine ? C'est une question très pertinente. Plutôt que de viser bêtement l'accent standardisé des manuels parisiens,
C'est peut-être cette mosaïque mondiale d'accents qui fera évoluer le français de demain. Une langue colorée par des langues maternelles différentes. C'est une invitation à embrasser sa propre voix, tout en se faisant comprendre du monde entier. Une pensée provocatrice qui donne envie d'explorer. C'est une excellente perspective pour pratiquer avec curiosité et décontraction. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur. Continuez à ralentir le rythme, à observer vos habitudes articulatoires et à faire vivre la langue. À très bientôt pour une nouvelle analyse.